Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans votre émission Santé Diagnostic. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine pour une nouvelle thématique médicale. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment jeûner en toute sécurité pendant le Ramadan. Ce mois sacré qui approche, un moment profondément spirituel, attendu par des millions de personnes, mais qui soulève aussi de nombreuses questions de santé, surtout par les patients atteints de maladies chroniques. Alors, peut-on jeûner tout en sécurité ou sans danger ? Comment s'y préparer et surtout, dans quel cas vaut-il mieux s'abstenir? Nous allons répondre à toutes ces questions avec nos invités que nous avons le plaisir d'accueillir. Docteur Lawad Amira, vous êtes maître assistante en oncologie médicale à l'EPH Sideriles. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, docteur Akabi. Je vous remercie pour l'invitation. Merci. Alors aussi, j'ai le plaisir de recevoir professeur Laraba Nazim. Vous êtes professeur chef de service en médecine interne à l'hôpital Bebloued. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Merci, le plaisir est pour nous. Alors aussi, j'ai le plaisir de recevoir Dr Barhal Mohamed. Vous êtes maître assistant en cardiologie à l'hôpital ou CHU Parnay. Bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Madame. Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Merci. Alors aussi, notre médecin chroniqueuse est là chaque semaine. Donc, Dr Abdelmoumen Sarah, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci docteur. Bienvenue à nos invités. Ramadan est un mois particulier pour le corps. Certaines habitudes doivent être adaptées. Durant ma chronique, je vais vous parler comment tout simplement prendre ces traitements en toute sécurité. Oui, alors aussi nous allons aborder ou répondre aux questions des téléspectateurs. Vous nous avez laissé quelques questions via les réseaux sociaux de Canal Algérie et on va répondre à toutes vos questions à la fin de l'émission. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à suivre ce reportage réalisé par Nawal Beldjilali sur comment jeûner pendant le mois de Ramadan en toute sécurité. Le mois sacré du Ramadan constitue en Algérie un pilier à la fois religieux et social profondément ancré. Cependant, cet acte de jeûne entre aujourd'hui en tension avec une réalité sanitaire moderne. L'augmentation alarmante des pathologies chroniques telles que le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires au sein de la population. Cette conjonction place des milliers d'Algériens devant un dilemme cornélien. Comment accomplir un devoir religieux fondamental tout en gérant une condition médicale qui peut être exacerbée par le jeûne. عندي شويه لطشي وش نشرب الدواء ما عندي غير طونسيو برك راني نشرب الدواء عليها. حتى واحد نصوم من روحي وش نرقد ما صيام تبروح الطبيبات تبدل لي نشرب في الليل. لا ولا غنجوزو نورمال. الطبيبه مازال ما راحش ليها، عندي كونترول قبل رمضان نروح ليها. صوم رمضان يروح ويجي رمضان بنادم اللي يروح ما يوليش ما رمضان يولي. واسو شي تاع اللي عمري ما في حياتي عمري 80 سنه عمري ما كليت رمضان. Pour la tension, si c'est une tension qui est normale, c'est une tension normale, il peut jeûner, sauf qu'il faut voir, c'est-à-dire il faut qu'il fasse une consultation pré-Ramadan, c'est-à-dire un mois avant là, il voit avec son médecin référent, médecin généraliste référent, son médecin cardiologue et tout, il voit est-ce qu'il peut jeûner. Le jeûne nécessite une préparation médicale pour concilier pratique spirituelle et sécurité sanitaire. Et cette décision doit être prise en consultation individuelle avec son médecin traitant avant le début du mois sacré. Tout diabétique il doit avoir son médecin. Il ne faut pas qu'il se reste tout seul. Si il décide de jeûner ou de ne pas jeûner, il faut qu'il fasse une consultation chez son médecin référent. Donc le médecin, il fait une consultation avant Ramadan, 2 mois, 3 mois, 1 mois avant le mois de carême, et il voit son état de santé. Il voit son état de santé, il décide. Une hypoglycémie, il a des vertiges, et il chauffe. Inférieur à 0,70, il a les 2 bornes. C'est 0,70, 3 grammes. À n'importe quel moment de la journée. Il y a 5 minutes. Il fait une hypoglycémie, il faut qu'il casse ce... Une fois l'accord médical obtenu, le respect de bonnes pratiques quotidiennes est déterminant pour prévenir les complications. Une alimentation réfléchie et équilibrée,
une hydratation optimale, activité physique adaptée, aussi l'adaptation des traitements, un impératif technique et sécuritaire. Il faut qu'il mesure sa tension artérielle pendant le mois de carême. Il faut un régime, il faut qu'il s'hydrate, parce que l'hydratation, si on fait une déshydratation, elle complique l'hypertension. Il faut un régime hyposodé. Il ne faut pas qu'il mange beaucoup de sel, la charcuterie, les conserves, les fromages salés, tout ça. Il faut être trop sucré, tout ça. Donc c'est un régime et une petite activité physique. Pas beaucoup il faut éviter l'activité physique pendant le jour du Ramadan. Mais après, il faut qu'il fasse quand même un peu d'activité physique. Jeûner avec une maladie chronique exige une approche éclairée qui dépasse la simple volonté. Cette pratique repose sur un équilibre délicat entre spiritualité et santé. La médecine et la foi peuvent se conjuguer pour transformer un dilemme risqué en une observance apaisée où le respect du corps devient une dimension essentielle de la dévotion. C'était un reportage signé Nawel Beldjilali. C'était sur comment un patient atteint d'une maladie chronique doit se préparer pour jeûner en toute sécurité et sans danger pendant le mois de Ramadan. Et le docteur, dans le reportage, avait souligné l'importance de voir son médecin traitant avant le Ramadan pour justement demander à son médecin s'il peut jeûner ou pas. Alors, professeur Laraba, donc pourquoi est-il indispensable déjà de consulter son médecin avant le Ramadan ? Avant de jeûner. Je suis tout à fait d'accord avec le docteur Lasseb là, qu'on a vu, qui a très bien expliqué le 0,7 et le 3. Pour le diabète et comme pour l'hypertension, on est tenu de recevoir, pour préparer le mois de Ramadan, ne serait-ce que pour discuter de est-ce qu'il faut faire le jeûne ou pas et comment le faire. On adapte les traitements. Imaginez que si je prends de la metformine qui est prise 3 fois par jour, on ne peut plus la prendre de la même manière pendant le jeûne. Donc, outre la décision de dire est-ce que cette année je suis en capacité de jeûner, il faut décider d'adapter la prise thérapeutique. Il y a des choses qu'on réduit. Dans le diabète, surtout le type 2, l'insulinothérapie, l'insuline qu'on donne dans la journée, on doit la réduire durant le mois de Ramadan. Et puis, ce qui est préconisé, comme a dit Dr Lasseb, c'est de voir son médecin traitant pour le malade 4 semaines à 8 semaines avant le mois de Ramadan. Oui, justement pour demander à son médecin si la personne elle peut jeûner ou pas, déjà si le médecin autorise le jeûne, et aussi pour réajuster les traitements. Le médecin n'autorise pas, Oui. C'est-à-dire que le médecin doit accompagner, quel que soit, il conseille. Le malade, c'est lui qui décide ou pas. Par contre, on a des critères pour le diabète, j'entends, des critères où il y a un très haut risque d'avoir des complications métabolique. Ça veut dire quoi? C'est l'hypoglycémie. Comme a dit le Dr Lasseb, en dessous de 0,7, c'est de faire une acidocétose diabétique, c'est-à-dire le taux de sucre qui monte dans le sang, avec une petite déshydratation, et en fait on est conduit aux urgences, ou bien de faire un syndrome hyperosmolaire, où là vous avez également comme une déshydratation qui mène aux urgences avec des trous de la conscience. Donc il y a des risques comme ça, il y a un risque qui est accentué lorsque certains facteurs sont réunis. Donc on discute avec le patient parce que tout diabétique ne se ressemble pas. Et donc le meilleur médecin qui peut conseiller le malade, c'est le médecin traitant. C'est lui qui connaît bien son patient. Tout à fait. Alors, jeûner, ne s'improvise pas et il nécessite une préparation médicale juste avant le mois de Ramadan. Et il y a le diabète qui est une maladie chronique, il y a d'autres maladies, notamment l'hypertension artérielle et les maladies cardiovasculaires. Et docteur Barahal, donc chez les patients hypertendus atteints de maladies cardiovasculaires, quels sont les principaux risques du jeûne? Alors, comme a dit le professeur Laraba, l'hypertension artérielle, c'est comme le diabète ou toute autre pathologie chronique. Le patient doit consulter avant, doit préparer son mois de Ramadan et doit suivre les conseils de son médecin. L'hypertension artérielle, c'est une pathologie qui est relativement gérable, facilement gérable, mais si on ne respecte pas certaines obligations, certains critères, elle peut nous conduire vers des complications gravissimes. Alors, durant le Ramadan, les deux anomalies qu'on constate à chaque année, c'est les anomalies quant à la prise des médicaments, donc l'horaire et la dose des médicaments. Certains patients disent que je n'ai pas besoin de ce médicament-là, je vais pas le prendre, ils me gênent.
Et aussi les habitudes alimentaires qui changent carrément durant le mois de Ramadan. Tout à Et fait. l'Algérien, généralement, pendant le Ramadan, mange trop salé, ce qui va nuire gravement à ses chiffres tensionnels. Exactement. Et puis, notre alimentation pendant le ramadan, elle change. On a parfois des mauvaises habitudes qui peuvent nuire à notre santé. On parle de diabète, d'hypertension artérielle, de maladies cardiovasculaires. Il y a aussi les patients atteints de cancer. Et docteur Lawed, donc les patients atteints de cancer, quels sont les critères médicaux essentiels qui permettent d'autoriser ou non le jeûne ou de conseiller si le patient il peut jeûner ou pas? Alors effectivement, il n'existe pas des recommandations bien définies, c'est clair. On se base sur des critères qui peuvent être cliniques, biologiques, relatifs je pourrais les classer en 3 groupes par exemple. Des critères relatifs au patient de lui-même, son état de santé actuel. Donc, est-ce qu'il ne souffre pas de déshydratation par exemple, secondaire à des traitements? Est-ce qu'il ne souffre pas de dénutrition, pareil, à cause de l'extension de l'étendue de sa maladie? Aussi des critères qu'on pourrait regrouper dans le groupe relatif à la maladie déjà. Donc, est-ce que cette maladie, elle est localisée ou métastatique? Même si elle est métastatique, est-ce que c'est multimétastatique? Est-ce qu'il y a une atteinte polyviscérale? Donc, surtout l'atteinte hépatique étendue, par exemple. Parfois, la localisation de la tumeur aussi. Parce que parfois on a des petites tumeurs, mais de par leur localisation vont causer des dégâts, vont obstruer par exemple l'œsophage, l'estomac, etc. Donc causer... Le digestif? Exactement, quand c'est d'origine digestive, même des petites tumeurs sont à l'origine d'une dénutrition. Oui. Aussi des critères qu'on peut regrouper dans le groupe le traitement que le patient recevra. Aussi, ces paramètres-là peuvent être délétères si le patient se décide de jeûner sans consulter son médecin, parce qu'il y a des traitements qui sont très toxiques, parce qu'il y a des traitements, même si l'état général actuel il est bon, mais s'il est programmé pour un traitement très toxique pendant le ramadan, on lui déconseille de jeûner durant cette période-là. Tout à fait, parce que parfois, si le patient il jeûne avec ces traitements qui sont lourds quand même, ça peut mener à une dénutrition, à une déshydratation. C'est les risques ultimes qu'on voudrait éviter et justement pour pouvoir continuer notre traitement. Exactement. Ne pas suspendre les séances ou son parcours thérapeutique. Tout à fait. Alors, professeur Laraba, avant le ramadan, toujours pour les patients diabétiques, on demande des bilans. Il y a des bilans bien précis à demander? Je vous parlais tout à l'heure des facteurs qui pourraient mener à déconseiller fortement le jeûne. Parmi elles, vous avez une insuffisance rénale. On sait que lorsqu'on estime la fonction rénale, il y a un débit de filtration que les médecins savent bien estimer, on parle en pourcentage pour que les gens nous comprennent. Quand les reins fonctionnent à moins de 30%, il est très fortement déconseillé de jeûner. Et donc, on imagine bien que dans les 4 à 8 semaines qui précèdent le mois de Ramadan, il est de bon ton de demander une créate, donc un bilan rénal pour vérifier ça. Quand le diabète est instable et qu'il est déséquilibré, donc l'hémoglobine glyquée, vous savez, c'est le paramètre qui nous permet de voir l'équilibre du diabète sur 3 mois, que les diabétiques connaissent très bien. Il doit être, l'objectif dépend du profil du patient, donc ça peut être 6,5, 7 ou 8. Mais on imagine qu'au-delà de 9% d'hémoglobine glyquée, l'instabilité du diabète fait qu'on doit déconseiller le jeûne. Le fait de faire des hypoglycémies également. Donc vous voyez que demander le profil glycémique du patient, si on voit qu'il y a des hypos qui précèdent le mois, on déconseille. L'hémoglobine glyquée au-delà de 9%, on déconseille. Le bilan rénal, on déconseille. Je parlais avec vous avant l'émission pour dire que d'abord, le jeûne, c'est une relation entre un être et le Dieu. Donc, Ma'arbé, c'est très compliqué pour le médecin, il ne s'immisce pas dans cette relation-là. C'est compliqué de dire non, pas de jeûne pour vous. A fortiori que le monsieur ou la dame jeûne et qu'il a 60 ans, qui jeûne depuis qu'il a 9-10 ans, et un médecin qui va lui dire à partir d'aujourd'hui, c'est difficile, vous n'allez pas pouvoir jeûner. C'est très compliqué d'arriver à persuader quelqu'un ou lui conseiller de dire
Cette année, ça ne va pas être possible. Tout à Il fait. peut mal le prendre, il peut même se braquer. C'est pour ça qu'on est là pour accompagner, quelle que soit la décision. Et donc, le fait de donner des chiffres et des repères, dire voilà, regardez, il y a votre rein qui va mal, ou voilà, regardez, l'hémoglobine glyquée. Expliquer les risques aussi. Expliquer les risques, ça peut permettre de faire passer un message de, à partir d'un certain risque, on ne peut pas. Tout à fait. Voilà. Vous savez, les femmes enceintes également peuvent être touchées. Les femmes qui allaitent, on déconseille fortement aux femmes qui allaitent, diabétiques, d'observer le jeûne. Oui. Le risque de déshydratation, est-ce qu'il est équivalent lorsqu'on est en jeûne en décembre, qui est Ramadan, il est 9 décembre et qui dit 9 juillet, août, c'est C'est pas différent. pareil. Oui. C'est pas pareil. Donc tout ça est à prendre en compte lorsqu'on doit conseiller Oui. le patient diabétique. Alors, professeur, je ne sais pas si vous le faites. Moi, dans mes consultations, avant le mois de Ramadan, je demande à mes patients pendant Chaban de jeûner 1 ou 2 jours. Comme ça, je réajuste les traitements. Oui. Je vais voir comment le patient il va. Oui, Est-ce c'est qu'il bien. va faire des C'est histoires très bien ça, le fait de tester avec eux et de voir est-ce qu'ils supportent ou pas. Oui. C'est très bien. Mais je vous dis, le risque, il est hypothétique. Oui. C'est-à-dire qu'on parle d'un risque où en pourcentage, il est faible, c'est 5-10%. Mais pour nous, médecins, on ne l'accepte pas. On ne Tout à l'accepte pas. Docteur Lawad parlait en oncologie, c'est encore plus compliqué. Oui. Vous savez, c'est des malades où l'espérance de vie peut être très faible, où il y a un risque de départ précipité, comme vous le dites. Tout à fait. C'est très compliqué de lui dire il ne faut pas précipiter une situation qui est déjà très, très fragile. Et dans le diabète, également. Il y a un équilibre. Le patient, le risque, des fois, il ne le palpe pas. Il ne le palpe pas. C'est au moment, malheureusement, de son arrivée aux urgences pour la complication qu'il se dit ouais, bon, finalement, l'année prochaine, il ne faudra plus que je fasse le jeûne. Oui. Donc, si ça doit passer par des essais, je suis d'accord avec vous. On essaye un jour et on voit si tout va C'est bien. plus facile pendant Chaban Ouais. de rompre le jeûne par rapport au mois de Ramadan. Bien sûr. Généralement, Oui. même s'ils font des hypoglycémies, c'est plus facile de comprendre. Il y a un Voilà. renforcement. De toute façon, là, on connaît les profils de patients qui font plus d'hypo. C'est insuffisants rénaux, un peu amaigris et tout. On connaît un peu ces Oui. profils-là. Mais ceux qui ont expérimenté déjà une hypoglycémie en dessous de 0,7 symptomatique, raisonnablement, ils ne peuvent pas faire le jeûne. Tout à fait. Alors, par rapport aux hypertendus et patients atteints de maladies cardiovasculaires, il y a beaucoup qui jeûnent pendant le mois de Ramadan. Et docteur Barahal, quelles sont les contre-indications pour ces patients justement? Quelles sont, on va dire, la catégorie des patients qui sont atteints d'hypertension et de maladies cardiovasculaires qui ne peuvent pas jeûner pendant le mois de Ramadan? Alors, concernant les patients qui sont atteints de maladies cardiovasculaires, on peut les subdiviser en 2 catégories. Il y a d'abord les patients qui sont dans un état aigu, qui sont hospitalisés ou bien qui viennent de sortir des hôpitaux. Ces patients-là ne peuvent pas jeûner. Ça, c'est pas à discuter. Maintenant, il y a les patients qui sont dits stables, chroniques, donc qui sont maîtrisés sous traitement. Ces patients-là peuvent jeûner, mais ils doivent respecter les recommandations de leur médecin. Et il y a une catégorie entre les deux, un peu entre les deux, c'est les patients qui sont stables, mais qui font quand même quelques pics de tension, qui font quand même quelques signes d'insuffisance cardiaque. Ces patients-là, on doit les conseiller, on ne peut pas les empêcher, on doit les conseiller de soit respecter le régime, soit respecter la prise médicamenteuse, ou bien ne pas jeûner, mais on doit les accompagner quelle que soit leur décision. Oui. Alors, du côté de l'oncologie aussi, certaines situations sont particulièrement sensibles. Et docteur Lawad, donc quelles sont les situations où le jeûne est formellement contre-indiqué chez les patients atteints de cancer? Alors, pour contre-indiquer formellement le jeûne, c'est un peu difficile, comme disait le professeur là-bas. C'est compliqué de contre-indiquer. Hein. Voilà. C'est un mot plutôt médical. De se On prononcer, conseille. voilà, de déconseiller formellement, je dirais, le jeûne. On pourrait le déconseiller formellement chez des patients, par exemple, qui viennent de se faire opérer, qui sont en période post-opératoire. C'est évident qu'ils ne doivent pas jeûner. Des patients qui sont en cours de radiothérapie, par exemple. Surtout, je citerai l'exemple des patients qui reçoivent de la radiothérapie des voies aérodigestives pour des cancers aérodigestifs. Oui. Donc, vous savez qu'ils reçoivent des doses importantes de radiothérapie et qui seraient en cause de mucides, de complications très sévères et de dénutrition sévère. Donc, c'est des choses qu'on a attendues, même si le patient il n'est pas dénutri au départ. Oui. Donc, ces patients qui sont programmés pour ce genre de thérapeutique pendant Ramadan, c'est déconseillé formellement. Aussi dans les services d'oncologie où ils reçoivent les traitements systémiques, la chimiothérapie, même des traitements systémiques oraux comme la chimiothérapie orale ou des thérapies ciblées orales. Là aussi, on peut contre-indiquer, surtout pour certains protocoles très toxiques.
Les jours de la chimiothérapie, là c'est formellement contre-indiqué, même les jours qui suivent, les quelques jours qui vont suivre. À cause des effets secondaires. Exactement, parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait des effets secondaires et on s'attend que, c'est-à-dire déjà le patient avant de sortir, il sort avec une ordonnance de traitement symptomatique. Et c'est des traitements qu'il va prendre systématiquement. Aussi, on lui conseille de boire des quantités importantes d'eau. Comme il disait, professeur Laraba, par rapport la fonction rénale, comme on parlait de pourcentage, dans certains protocoles, on exige des reins qui fonctionnent à plus de 60%. Donc, on n'est même pas à 30%. Donc, vous voyez, si quelqu'un va jeûner, il ne va pas prendre, parce qu'on sait que les patients, déjà, une personne normale, elle ne boit pas assez d'eau durant la journée. Et si elle jeûne et qu'elle est malade, c'est sûr qu'elle va pas prendre la quantité d'eau recommandée et nécessaire. Tout à fait. Donc, on va se retrouver dans une déshydratation inévitable. Et ces cas-là, je pense que c'est chez qui on déconseille le plus formellement le jeûne. Alors, et puis, s'ils vont tomber dans cette déshydratation, ça peut interrompre le traitement, ça va chambouler tout le protocole, le parcours thérapeutique complètement. Et perte de chance. Oui, tout à fait. L'impact ça veut dire ultime. que vous êtes obligé si vous voyez que la fonction rénale décline parce qu'il y a jeûne, vous devez adapter les doses et réduire les doses de la chimiothérapie. Parfois, on change carrément de Donc, molécules. perte de chance parce pour qu'il y a le malade. des molécules qui sont contre-indiquées si la fonction rénale, elle se réduit. Donc, je serai plus toxique. Et si je le fais quand même, déjà, c'est contre-indiqué et je vais encore altérer sa fonction rénale. Et je vais lui faire perdre des chances de guérison. C'est ça le... Alors, on a parlé des maladies. Il y a aussi une question qui revient chaque ramadan pour les femmes enceintes. Est-ce que les femmes enceintes, la grossesse, est un état qui peut... on va dire déconseiller, on va déconseiller ces femmes-là à jeûner. Est-ce que ça représente un risque pour ces femmes-là et leur bébé? Alors, docteur Abdelmoumen, la grossesse, est-ce que c'est un état qui peut mettre en danger la patiente si elle va jeûner pendant le ramadan? Alors, il faut savoir que chaque grossesse est unique. Pour certaines femmes, le jeûne ne cause aucun problème, alors que pour d'autres, il va causer des problèmes pour la maman et pour l'enfant. Et c'est pour ça qu'on prend en considération des facteurs. Le premier facteur, c'est l'âge de la grossesse. Durant le premier trimestre, la difficulté du jeûne réside dans les symptômes, des nausées, la fatigue intense et le risque de déshydratation. Le deuxième trimestre est plus facile et plus toléré. Voilà, quand il n'y a pas de pathologie particulière et quand la grossesse se déroule naturellement. En revanche, le troisième trimestre, là, les risques sont plus élevés parce qu'on a les risques d'avoir des contractions utérines par déshydratation. Donc là, c'est les facteurs selon le trimestre ou l'âge de la grossesse. En deuxième partie, on a aussi les pathologies que la maman a, les grossesses à risque jugées par son médecin. Diabète gestationnel non équilibré, l'hypertension, les anémies sévères durant la grossesse. Là, le jeûne doit être validé par le médecin. Généralement, c'est son gynécologue. En troisième lieu, la durée, les conditions du jeûne. Comme l'avait dit professeur Laraba, la durée en été et en hiver, c'est pas la même durée. L'été, il y a la chaleur, le risque de déshydratation est accru. En hiver, les heures de jeûne sont raccourcies. Donc, ça dépendra de la période, effectivement. Et aussi les conditions du jeûne. Si elle peut être à l'aise, se reposer à son rythme, là, elle pourra jeûner, mais c'est pas toutes les femmes enceintes qui peuvent jeûner Ramadan. Donc, du coup, il faudra que ça soit validé par votre médecin, tout en prenant en considération l'hydratation et la nutrition, parce que la santé du bébé et de la maman compte plus que tout. Tout à fait. Par rapport aux femmes allaitantes, professeur, puisqu'on a parlé des femmes enceintes... On parle de personnes qui ne sont pas malades. Oui, tout à fait. Mais pour le diabète, c'est tout autre. Lorsqu'on a une patiente qui est diabétique et qui tombe enceinte, on lui déconseille de faire le jeûne, mais on l'accompagne. C'est des femmes généralement déjà qui sont sous insuline. Exactement. Voilà. Lorsqu'on parle même si on a de plus en plus de DT2 qui tombent enceintes, parce que le DT2, classiquement, on disait que c'est le diabète du sujet un peu plus âgé.
Chez nous en Algérie, vous avez une transition où vous avez des femmes qui se marient plus tard, qui ont des enfants plus tard, et un diabète qui est de type 2 qui vient plus jeune. Oui. Si je prends des statistiques hors grossesse, vous savez que bon, on a 4,8 millions de diabétiques en Algérie, à peu près 17,5% selon l'IDF en 2025, et qu'il y a une étude algérienne pour voir quel est le taux de jeûneurs parmi les diabétiques. Le DT2, le diabète de type 2, c'est à peu près 80%, un peu plus, qui jeûnent. Et Oui. parmi eux, la moitié sont à très haut risque. Donc 50% qui jeûnent malgré les risques. Et dedans, il y a les femmes enceintes. Oui. Et qu'elles soient enceintes ou allaitantes, quand on est diabétique, a fortiori qu'on soit sous insuline, en tout cas un diabète qui est ancien, on conseille en général de ne pas jeûner. De ne Oui. pas jeûner. Et parmi les patients diabétiques, d'une manière générale, quels sont les diabétiques qui peuvent jeûner en toute sécurité? C'est-à-dire, on a parlé qu'il y a une catégorie qu'on va leur conseiller de ne pas jeûner parce que c'est risqué, mais ceux qui peuvent vraiment jeûner. D'abord, risquer quoi? Je vous ai expliqué que le risque, c'était des complications type métabolique qui mènent aux urgences, acidocétose, coma hyperosmolaire ou syndrome hyperosmolaire maintenant on dit, ou bien la déshydratation, ou bien le fait d'avoir des hypoglycémies. Et donc, il y a diabétique et diabétique. Si on a un diabétique qui est dit fragile, parce qu'avec un risque qui est élevé pour ce type de complications. Un diabétique fragile, c'est un diabétique typiquement qui a plus de 75 ans, qui a une insuffisance rénale, qui peut avoir une insuffisance hépatique ou une insuffisance cardiaque. Et ici, bien sûr que cette catégorie-là, on les classe d'emblée en très haut risque. Si on a des diabétiques, je vous disais, déséquilibrés, bien sûr qu'il faut très vite leur dire vous ne pouvez pas jeûner ou c'est très compliqué pour vous de jeûner. Mais on revient sur le fait de dire que l'insuline, diabète sous insuline égale pas de jeûne. On revient dessus. Oui. On peut maintenant, on a des protocoles où on adapte l'insulinothérapie au diabète. Pour accompagner ces Pour patients. accompagner. En Algérie, l'insulinisation, elle est importante, malheureusement. Et le plus souvent, elle accompagne un diabète ancien. Qui dit diabète ancien, au-delà de 10 ans, par exemple, on sait que la neuropathie fait que je ne ressens pas l'hypoglycémie. Oui. Parce que c'est ça le risque élevé. En termes de déshydratation, il existe, mais il est plus faible que le risque d'hypo lorsqu'on est sous insuline. Tout à fait. Et donc, et l'hypoglycémie, son corollaire, c'est les troubles du rythme cardiaque, c'est la mort subite malheureusement. Et donc là, si on estime le risque d'hypo élevé, bien sûr qu'on dira. Donc si vous voulez catégoriser, je vous dis un diabétique type 1 sous insuline, il faut faire très attention. Un type 2 jeune, pas de l'âge du patient, de l'âge du diabète, jeune sous antidiabétiques oraux, on peut bien sûr tolérer, voire il n'y a pas de souci. Mais plus le diabète est âgé, plus les comorbidités sont là, moins on va conseiller le fait de jeûner. Tout à fait. Et puis, docteur Brahal, ces patients qui sont diabétiques, est-ce que le jeûne, on va dire, augmente-t-il le risque cardiovasculaire chez eux? Le jeûne, on va l'observer pendant une courte période. 30 jours, généralement, même si on fait des écarts, des excès de régime, on ne va pas développer de l'athérosclérose en 30 jours ou des risques cardiovasculaires. Donc il faut une durée d'exposition qui se chiffre en années généralement. Mais quand même, il y a un risque d'événement cardiovasculaire qui risque d'être important si on ne respecte pas les normes, si on ne prend pas nos médicaments. Et on a parlé tout à l'heure de la déshydratation. Nous avons dit, le professeur Laraba a dit que le ramadan, c'est 6 jours 6, elle est dans une période hivernale, donc il n'y a pas beaucoup de chaleur. Mais chez le patient cardiaque, par exemple, il ne faut pas oublier qu'il est sous diurétique, des médicaments qui font uriner. Ces médicaments-là, s'ils s'oublient, ne prennent pas assez d'eau, ils risquent de faire de la déshydratation, de l'insuffisance rénale. Et puis même les autres médicaments qu'il prend, ils risquent de devenir toxiques. Donc il y a cela. Et puis il y a le risque accru lié aux troubles du rythme chez le patient qui va jeûner. On l'explique par les troubles hydroélectrolytiques, donc la déshydratation et l'anomalies des métabolites. Voilà. Tout à fait. Alors, vous savez très bien que si vous êtes hypertendu, diabétique ou n'importe quelle maladie chronique, vous devez toujours demander l'avis de votre médecin traitant et c'est lui qui va vous conseiller pour est-ce que vous pouvez jeûner ou pas, en toute sécurité bien sûr. Donc, pour les patients qui sont cancéreux, docteur Lawad, alors est-ce que le jeûne
peut-il modifier l'efficacité ou la tolérance des traitements anticancéreux? Puisque tout à l'heure, on avait parlé des patients qui sont sous chimiothérapie, sous hormonothérapie, et que c'est des patients qui sont, on va dire, c'est des thérapeutiques lourdes. Est-ce que le jeûne va modifier l'efficacité efficacité et tolérance, les deux. Exactement. Alors, juste pour l'hormonothérapie, généralement, c'est plus ou moins mieux toléré par rapport à certaines, comme la chimiothérapie ou thérapie ciblée ou actuellement l'immunothérapie. En fait, le jeûne en lui-même, il ne va pas altérer, il ne va pas modifier négativement d'une manière directe. Il affecte d'une manière indirecte. C'est en fait, quand une patiente va jeûner, on se rend compte qu'elle ne se nourrit pas correctement et ne s'hydrate pas correctement. Donc, cet état clinique va aboutir à une perturbation du bilan rénal, du bilan nutritionnel notamment parfois. Et donc, ceci va nous mener à des complications. Par exemple, vous savez que la dénutrition en onco, déjà, elle est préexistante en dehors du mois de Ramadan. Parce qu'on peut ne pas tomber dans une dénutrition sévère juste en jeûnant, Ramadan, on est d'accord. Mais la dénutrition, elle existe en onco chez plus de 40% des patients. Donc sans parler de jeûne et sans parler d'autres facteurs. Et la prise en charge de la dénutrition elle fait partie intégrale de la prise en charge d'un patient en oncologie. Ça fait partie de ce qu'on appelle les soins de support. Tout ce qui est prise en charge de la nutritionnelle, de la douleur et bien sûr psychologique aussi. Donc l'impact réel, en fait, comment ça va modifier, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est par exemple, il tombe dans une dénutrition, j'ai un bilan rénal altéré, une perturbation des sels minéraux dans le sang et je serai obligée de reporter la cure, de donner un traitement symptomatique. L'impact aussi, par exemple, si le patient décide de jeûner et de ne pas prendre son traitement symptomatique, il va avoir des diarrhées, il va avoir des vomissements, il va avoir des toxicités qu'on aurait pu éviter s'il aurait pris ces traitements à temps. Aussi la dénutrition, peut-être, vous savez, un patient en onco, il n'a pas juste un cancer. C'est un patient qui a des comorbidités, qui a de l'HTA, qui a des diabètes, qui est cardiopathe. Donc on doit gérer le tout, la globalité de la situation et pas que le cancer. C'est ça la difficulté en oncologie. Donc on doit adapter la prise des traitements de son diabète, de son HTA. On doit, même si peut-être moi j'ai donné le feu vert, mais peut-être son cardiologue ne lui a pas autorisé, en fait. Donc oui. C'est ça, l'impact final, c'est le report des cures, ça va le retentissement sur l'efficacité des traitements. Et c'est ça que ça va modifier, en fait. Et la tolérance, en fait, c'est en rapport avec... le type du traitement. Exactement, le type de traitement. Mais c'est sûr qu'on a plein de traitements et chaque traitement a son propre mécanisme d'action et de ce fait, sa toxicité spécifique. Si je propose à mon patient de ne pas jeûner, c'est parce que je sais à quoi m'attendre. Oui. Mais s'il décide malgré de jeûner, j'essaie de l'accompagner du mieux qu'on peut et de rapprocher nos consultations afin de ne pas impacter l'efficacité des traitements. Oui, et puis vous sensibilisez les patients. C'est pour ça, d'où l'importance de cette consultation juste avant le mois de Ramadan pour discuter avec le patient des différents risques et surtout pour programmer le jeûne en toute sécurité, tout en modifiant la prise médicamenteuse. Et professeur Laraba, pour les diabétiques, on adapte les traitements, on adapte généralement les doses. On adapte tout. Tout, voilà. Même nous, on s'adapte aux diabétiques. Tout à fait. Bien sûr qu'on adapte, ne serait-ce que les horaires de prise, comme pour l'hypertension, mais pour le diabète, il nous arrive même de réduire les doses. Par exemple, pour l'insulinothérapie. Pour l'insulinothérapie, si je prends une basale, c'est 20-30% de moins. Pendant le jeûne. Il y a des conseils également diététiques. C'est l'insuline lente, c'est ça, l'insuline basale. L'insuline basale, c'est l'insuline qui se prend une fois par jour, en général le soir, si on peut prendre la matinée, et c'est elle qui va couvrir les 24 heures. Ensuite, vous avez des schémas où vous avez des bolis qui sont donnés aux patients, donc qui sont donnés à chaque repas. Là aussi, on imagine qu'il y a 2 repas, c'est le ftor au suhour, donc les 3 bolis se transforment en 2. Oui. Voilà, on les donne juste avant le ftor.
ومع السحور. Tout à fait. Et puis pour les comprimés aussi, il y a une répartition bien Bien sûr, il y a précise. une répartition précise des comprimés. En fait, c'est ftour et sahur, c'est les seuls moments où on peut les prendre. Donc les comprimés qui se prennent 3 fois vont devoir passer à 2 fois et donc réduire la dose. Il y a les conseils diététiques aussi qui passent. Il n'y a pas que les médicaments. Oui. Par exemple, chez le diabétique et même chez le non-diabétique, on déteste les sucres rapides très vite. Vous savez, les sherbet là qu'on prend, Fermdan, la première gorgée et tout, nous on veut pas de ça, même chez le sujet sain. Oui. Il vaut mieux commencer avec une date, un verre de lait, c'est très bien ça, et puis ensuite commencer par une soupe mais quelque chose de pas de sucré. Le dessert et tout ce qui est moukasserat, vous savez, les noix, les cacahuètes, les amandes et tout, ça c'est très bien pour le diabétique, surtout au moment du soir. Oui. Mais on essaye d'avoir ce qu'on Pas appelle- salé de préférence. Pas salé, hein. Oui. Je fais plaisir à mon ami qui est à ma Oui. droite. Pas salé de préférence, et même dans le sucré, on prend des aliments à index glycémique faible. Pas zlabia, pas le belouz, Non, tout ça. pas zlabia, pas keblouz pour diabétiques, même en dehors. Même si je pense que parmi les malades, il y en a qui font un peu. Oui. Ils font des petites exceptions, il ne faut pas que ça soit tous les jours. Ils font des écarts, voilà. Voilà. Donc tout à fait. Alors, puisqu'on a parlé des diabétiques, j'aimerais bien qu'on parle aussi des patients qui sont suivis pour une hypothyroïdie. Alors toujours, chaque année, elle revient la question par rapport au traitement qu'on prend chaque matin à jeun. Donc, va être à quel moment? à ce Voilà. soir. Mais Moi- toujours attendre une demi-heure? Exactement. Tout à Et fait. donc, malheureusement, ils doivent attendre. Par contre, l'hypothyroïdie, sous opothérapie, donc sous traitement substitutif, n'est pas du tout considéré comme une contre-indication ou un déconseil du De traitement. jeûne, voilà. C'est juste qu'il faut qu'il s'adapte, où on sait qu'il y a une demi-heure d'attente entre La prise, l'évothyrox, on va dire l'évothyrox. oui, la prise Hein? du traitement et Après du traitement avec le L'alimentation. petit déjeuner, ici sort, donc il faut qu'il y ait un petit décalage. Voilà. tout à fait. Alors, on rappelle que ce petit délai qu'on vous conseille, c'est par rapport justement pour ne pas diminuer l'efficacité du traitement, parce que si vous le prenez avec d'autres médicaments ou une alimentation, ça va diminuer son efficacité. Il sera pas comme si que vous l'avez pas pris, pardon. Alors, docteur Barrahal, alors lorsque le jeûne est possible, l'adaptation, on a dit que des traitements est essentiel. Par rapport au traitement des maladies qui sont des patients qui sont suivis pour maladies cardiovasculaires, est-ce qu'il existe un changement des horaires ou de dose pendant le Ramadan? Oui, évidemment, on ne va pas échapper à la règle. Donc, on doit répartir les prises médicamenteuses entre le ftour et le sahur. Donc, la nuit. Et effectivement, on ne va pas changer en matière de dose, on ne va pas réduire. Le plus souvent, j'avais dit que l'Algérien va prendre salé. Donc, le plus souvent, on aura des chiffres tensionnels plus élevés. Donc, on ne va pas réduire généralement les doses. Mais on peut changer la répartition durant de la prise. On peut éliminer certains médicaments qui ne sont pas nécessaires. Par exemple, patient qui était suivi pour une insuffisance cardiaque et qui encore sous diurétique de l'ANS, par exemple, diurétique, et on trouve qu'il est bien équilibré, qu'il ne risque pas grand-chose, on peut réduire, on peut diminuer. Et aussi, on peut passer à la monoprise de certains médicaments. Oui. Donc, si on peut changer des médicaments, quoique ce n'est pas bien de changer le jour du Ramadan, mais si on Tout à peut fait. changer certains médicaments pour avoir un médicament qui se prend en une seule fois par jour, c'est l'idéal. Ça va faciliter la vie pour un patient qu'il ne faut pas oublier. Il n'est pas uniquement hypertendu. Il est diabétique, il a des problèmes Il y a ostéo-articulaires. plusieurs médicaments voilà, Voilà. qu'il doit prendre déjà dans la période Il y a entre des ftour et comprimés sahur. combinés. Et il y a- Vous avez 2 molécules qui sont associées dans un même comprimé. Tout à fait, oui. Ça facilite Ça facilite. la prise médicamenteuse et l'observance du traitement. L'observance, C'est ce important. qui est important. Oui. Tout à fait. C'est important. Vous ne devez pas justement arrêter votre traitement pendant le mois de Ramadan parce que ça peut mettre votre vie et votre santé en danger. Alors, docteur Lawad, pardon, la fatigue et l'état nutritionnel sont aussi des éléments clés à surveiller pendant le Ramadan, surtout chez les patients qui sont atteints de cancer. Et vous avez dit tout à l'heure que le jeûne expose ces patients à plusieurs risques, notamment la dénutrition, la déshydratation. Quels sont les autres risques justement chez ces patients?
En fait, les risques les plus importants, ce qu'on craint le plus, c'est la déshydratation et la dénutrition. Pourquoi? Parce que c'est des éléments qui sont préexistants chez ces patients, chez cette catégorie-là de patients. Comme j'ai dit, la dénutrition, surtout par rapport au type de cancer et par rapport au type de traitement. Donc, les conséquences, par rapport Par rapport justement, par rapport à ce jeune chez ces patients qui sont atteints de cancer. C'est ça, oui, exactement. Donc, on ne peut pas autoriser un patient de jeûner si on ne sait pas initialement son état de santé. Mais le risque ultime qui pourrait être la dénutrition ou la déshydratation, il y a d'autres paramètres, il y a d'autres éléments qu'on peut tomber dessus. Par exemple, l'asthénie. L'asthénie, vous savez que c'est un... Oui, la fatigue, c'est un symptôme qui est quasi fréquent, quasi constant. On retrouve chez pas mal de patients et même chez des patients qui sont guéris. On peut retrouver une asthénie qui une fatigue. persiste. Vous voulez dire par l'asthénie? L'asthénie, c'est la fatigue. C'est une fatigue intense ressentie chez des patients en oncologie qui ont des cancers et qui sont traités. Ça peut être secondaire au traitement. Oui. Et comme ça peut être secondaire à la maladie et à son extension. Tout à fait. Donc, c'est ça les risques réels. Après, les risques relatifs au jeûne, si le patient jeûne avec ses problèmes déjà de santé, donc il se retrouvera dans certains cas obligé de rompre son jeûne. Je ne sais pas si on va aborder les situations où le patient sera obligé de rompre son jeûne. Généralement, c'est des situations où il y aura une aggravation par exemple, de la déshydratation. Il va ressentir des vertiges, il va ressentir la fatigue va encore s'accentuer encore plus. Et puis voilà. Quand il y a un malaise, un malaise, en fait, ça peut être rattaché soit déjà au jeûne, à la déshydratation, et parfois même une hypoglycémie s'il est diabétique. Parfois, c'est rattaché à d'autres situations, d'autres origines. Mais la dénutrition, ça dépend du cancer. J'imagine qu'un cancer de l'œsophage, en tout cas du tube digestif, justement, dénutrira plus. Tout à fait. On en avait parlé tout à l'heure par rapport au site de la localisation primitive de la tumeur. On avait dit que, par exemple, les tumeurs digestives sont on retrouve une dénutrition. Parfois, elle peut être secondaire à la localisation, mais aussi au traitement. Donc, vous imaginez quelqu'un chez qui on enlève l'estomac, on fait une gastrectomie pour un cancer de l'estomac. Même si c'est localisé, il y a une partie qui est quand même... Une grosse partie de l'estomac. Donc, vous imaginez que c'est quelqu'un qui va tomber dans la dénutrition. Tout à fait. Donc, comment on peut conseiller à un patient pareil de jeûner? Même, déjà, lui, il n'arrive pas à s'alimenter et il n'arrive pas à trouver un régime alimentaire adapté. Docteur Lawad, on le conseille, mais il y a une résistance. C'est clair. Voilà, ces patients, en fait, c'est toute la difficulté de notre... Juste pour donner un exemple, il y a des patients en oncologie, dès que le mois de Ramadan arrive, ils nous disent c'est-à-dire ils ne reviennent pas, ils ne nous consultent pas carrément. Alors qu'il est primordial de respecter les consultations, surtout même pendant le Ramadan. Eh bien, certains patients, ils font passer le mois de Ramadan, qui est un mois sacré, on sait, mais ils le font passer avant leur état de santé. Il ne faut pas mettre sa vie en danger. Justement, c'est l'intérêt d'en parler aujourd'hui, de sensibiliser cette catégorie de patients, parce que je vous dis, surtout des sujets âgés, ils se disent, ils prennent la décision, après ils nous sortent des prétextes. J'étais malade, j'ai pas pu consulter durant Ramadan. Alors c'est d'où l'importance justement de suivre les conseils de son médecin. Alors par rapport à justement jeûner, on va dire pour les patients chez qui on a autorisé le jeûne, il y a certains signes qui doivent alerter. Donc professeur Laraba, quels symptômes obligent déjà à rompre immédiatement le jeûne chez un diabétique? Alors, c'est le docteur Lasseb qui a très bien donné les chiffres. On a les mêmes chiffres. Je souscris tout à fait à ce qu'il a dit. Quand vous avez une glycémie dextro qui est en dessous de 0,7, il faut rompre le jeûne tout de suite. Oui. Mais même au-delà de 3 grammes, il faut
se rapprocher de son médecin traitant s'il peut consulter en urgence, sinon de la structure hospitalière la plus proche. Tout à fait. Et ici, bien sûr qu'il faut rompre le jeûne. Si, Même une demi-heure avant le ah oui, maghreb. même 5 minutes avant le maghreb. Tout à Même fait. 5 minutes avant le maghreb. C'est-à-dire que si à 3, il faut boire beaucoup d'eau et se diriger vers la structure, si à 0,7, il faut se resucrer. Il faut très vite Rapidement. prendre du sucre. Et là, on ne parle plus d'index glycémique ou quoi que ce soit. C'est du sucre C'est rapide, une des urgence. morceaux. Ah, il faut prendre, il faut élever sa glycémie. Tout à Et fait. puis en tirer les conséquences. Et dire que peut-être que les prochains jours, je ne pourrai pas. C'est-à-dire qu'on rompt le jeûne le jour de l'accident, mais également au-delà. Il faut Exactement. dire, il faut rompre le jeûne. Tout à fait. Alors, docteur Abdelmoumen Sarra, c'est le moment pour votre chronique. Donc, vous nous avez ramené comme conseil cette fois-ci? Oui, c'est des conseils. Alors, durant le Ramadan, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, le patient prend ses traitements à partir du ftour. Oui. D'accord. Donc, comment et quand les prendre font toute la différence. Le premier conseil, c'est l'eau. Il faut prendre votre traitement avec de l'eau, non pas les sodas, ni jus, café, ni thé. Je sais que ça paraît très logique, mais personnellement, je connais beaucoup de personnes qui prennent tous leurs traitements et qui les prennent avec des sodas. Oui. Ils vont se reconnaître. Le problème, c'est pas normal parce que le traitement a besoin d'une absorption et pour son efficacité, il faut qu'il soit pris avec de l'eau. Surtout les traitements où il faut un verre d'eau complet. Donc pourquoi? C'est pour l'absorption et surtout pour l'efficacité de votre traitement. Maintenant, le traitement, est-ce que je le prends pendant le ftour ou après, durant la soirée ou sahur? Cela va dépendre du traitement et de son mode d'action. Alors, les traitements qu'on doit prendre durant le ftour, au moment du repas, c'est les traitements qui auront ils vont peut-être léser votre estomac. Et là, déjà, votre médecin, quand il a prescrit le traitement, il vous a dit il faudra le manger, le prendre au milieu du repas. Parce que le repas va protéger votre muqueuse gastrique et améliorer son absorption. Donc, ce genre de traitement, je citerai quelques-uns, les anti-inflammatoires, les corticoïdes, les antidiabétiques oraux. Voilà, donc ces traitements doivent être pris au milieu du repas. Une autre catégorie de traitement où là, il faut un délai d'attente, généralement on dit 2 heures, pour prendre ce traitement parce que là, au contraire, le repas va inhiber son absorption et limiter son efficacité. L'exemple, le fer, les femmes enceintes en prennent durant la grossesse, donc Oui. si elle le prend au milieu du repas et elle rajoute un verre de thé, elle n'a pas pris de fer. Tout à fait. Voilà. Aussi, Ou le un deuxième verre, exemple. de jus d'orange aussi? L'orange, parce que la vitamine C. vitamine C va fixer le fer. Voilà, Tout à là fait. c'est une bonne chose. Par contre, le thé, non. Le deuxième exemple, je citerai le traitement pour l'ostéoporose, les Oui. biphosphonates. Aussi, il faut que ça soit pris à distance du repas. Donc, idéalement, 2 heures pour l'efficacité de ce traitement. Et en plus de ça, répartir, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut répartir ces traitements entre le ftour et sahur. On a du temps. Ne pas prendre toute la panoplie de traitements et les prendre à la fois. Et il y en a qui le font. Oui. Il faut penser à l'interaction médicamenteuse et donner à chaque traitement le rythme de son action pour avoir son efficacité. Il faudra les répartir, avoir un petit programme et suivre ce rythme, surtout pour ne pas avoir des problèmes Et digestifs. discuter de et ça tout avec ça. son médecin traitant parce que lui, il Oui, va- on y arrive. Bah oui, Tout à bien fait. sûr. Il y a des patients aussi, surtout aussi attention à la déshydratation. Notre cardiologue l'a très bien expliqué. Il y a des traitements où il faut une bonne hydratation. Les traitements pour la tension, les problèmes rénaux, les diurétiques, tout ça, il faut une bonne hydratation. Donc pensez à boire entre sahur et iftar et sahur, et surtout avant de dormir, une bonne hydratation. Mais aussi, j'insiste en dernier sur les patients qui doivent consulter et avoir une consultation personnalisée avec leur médecin traitant qui les connaît tout au long de l'année. Pas à dernière minute, je vais changer. Comme ça, il connaît votre situation, votre hygiène de vie, parce que l'hygiène de vie compte énormément et c'est pour ça qu'il y a des réajustements. Donc une consultation avant Ramadan est indispensable pour voir les risques du jeûne sur votre santé et surtout pour
réévaluer votre traitement par rapport aux horaires et aux posologies. Comme ça, on va passer un ramadan en bonne santé et serein. En toute sécurité. En toute sécurité. Tout à fait. Merci, Dr plaisir. Abdelmoumen, pour toutes ces informations. Place maintenant aux questions des téléspectateurs. Vous nous avez laissé des questions via les réseaux sociaux de Canal Algérie. Et la première question, Dr Brahal, donc il y a un monsieur qui dit que je remarque des palpitations après avoir rompu le jeûne. Est-ce normal pendant le ramadan ou faut-il consulter? Alors, s'il s'agit d'un sujet sain qui n'est pas malade, après avoir jeûné pendant une période plus ou moins longue et après avoir ingurgité une quantité importante d'aliments, c'est normal que l'estomac a besoin d'un divi pour qu'elle puisse digérer tout ça. Donc, c'est normal d'avoir une petite accélération du rythme cardiaque que le patient peut ressentir sous forme de palpitations. Oui. Mais à condition que ça survienne chez un sujet qui est sain et que ça ne va pas durer longtemps et ça ne s'accompagne pas de signes, disons, péjoratifs. Ça ne s'accompagne pas de malaise. vertige, perte de connaissance, hypotension, tout ça. Oui. Maintenant, si le patient a déjà une pathologie cardiovasculaire connue ou bien il est sous traitement à visée cardiologique, là, ou bien si les symptômes durent dans le temps ou s'accompagnent de signes de gravité, comme je viens de citer, là, je conseille qu'il aille voir un médecin, c'est important. Ah, oui. Pour professeur Laraba, il y a aussi une dame qui nous a laissé une question. Donc, elle dit, en tant que personne diabétique, comment dois-je m'alimenter pendant le ramadan pour jeûner sans risque d'hypo ou d'hyperglycémie? Alors la dame, je ne connais pas son état, je ne connais pas sa fonction rénale, je ne connais pas. On va donner des conseils d'une manière générale. Voilà, de manière générale, ce que je vous ai dit avant, il faut privilégier les aliments à index glycémique très faible, en entrée et en plat de résistance. Il faut éviter de boire le gazose, même si elle est diabétique, j'espère qu'elle ne boit pas de soda, et qu'il faut privilégier l'hydratation. Il y a Dr Abdelmoumen qui en a parlé, c'est 1,5 litre à 2 à répartir du ftour au suhour. Oui. Tout ce qui est pâtisserie de Ramadan Oui. sont à éviter. Le pain aussi? Le pain également est à éviter. Il faut privilégier des légumes avec des fibres. Et au suhour, on privilégie justement fruits et légumes avec énormément d'eau. Quand on dit l'eau, c'est la soupe ftour. Et suhour, ça peut être un café au lait, parce que ça dépend aussi des habitudes familiales. C'est même plus culturel. Tisane aussi. Voilà, familial. Il y en a qui refont le repas pratiquement à l'identique, d'autres qui vont dire non, c'est un petit déjeuner qu'on améliore, qu'on agrémente. L'essentiel. Il y a ceux qui prennent aussi du couscous. Bien sûr, il y en a qui prennent le mesfouf, pas que le mesfouf avec du lait. L'essentiel, c'est qu'il faut qu'il y ait des fibres, il faut éviter le sucre rapide, il faut bien hydrater. Quel que soit le repas, il faut qu'il y ait de l'eau dedans. Tout à fait. Sous forme de soupe, sous forme de ce que vous voulez, même de lait. Mais l'essentiel, c'est qu'il y ait pour récupérer tout ce qu'on a perdu pendant la journée, pendant le jeûne. Et aussi, il est important de ne pas sauter le suhour, parce que j'ai des patientes, par exemple, qui sont diabétiques. Elles me disent, à chaque fois, je saute le suhour. Alors, suhour, Bakari, ma connais, je ne dirais pas. Oui. Bakari, maintenant, il y a de plus en plus de familles qui font suhour, et pour eux, c'est normal. Et chez le diabétique, par contre, il faut l'encourager. Oui. L'encourager dans le sens où on préfère qu'il y ait 2 repas, même s'ils sont séparés de quelques heures en hiver et en été, on n'en parle pas. Donc il vaut mieux qu'il y ait 2 repas, pas identiques, même s'il y a un déséquilibre pour le ftour, plutôt qu'un seul gros repas. C'est très mauvais le gros repas. Donc vous avez raison d'encourager les patients diabétiques à avoir suhour. Tout à fait. Alors ne pas sauter le suhour va vous éviter de tomber dans l'hypoglycémie, surtout si vous prenez un traitement encore au moment de suhour. Donc il faut vraiment manger pour vous protéger pendant le jeûne. Alors docteur Laoud, une autre question ou une dernière question. Faut-il recommander des compléments vitaminiques ou nutritionnels aux patients atteints de cancer qui veulent jeûner? Alors les compléments nutritionnels ou alimentaires, généralement les patients en oncologie, ils en raffolent, ils aiment bien en prendre parce que justement quand ils ressentent des symptômes comme la fatigue, comme la perte de poids, ils se disent que peut-être que je vais prendre surtout aussi le manque d'appétit, l'anorexie qui est très fréquente. Donc ils se disent peut-être que je vais prendre des vitamines, je vais prendre un complément que je vais acheter en pharmacie, ça va peut-être m'aider à me sentir mieux. Alors là, ça, c'est complètement faux. J'insiste sur ça parce qu'il y a des compléments alimentaires qui
qui nécessitent une prescription Tout à fait. médicamenteuse et qui vont engendrer des interactions médicamenteuses avec les traitements qu'on administre en oncologie. Oui. Que ce soit des thérapies ciblées, que ce soit la chimiothérapie. Donc, quel que soit le traitement chez ces patients. Exactement, il faut Voilà. consulter le médecin, le médecin, l'oncologue référent. Oui, c'est lui qui va C'est lui qui prescrire au doit patient. décider de la prescription ou non. Parce qu'il faut savoir que le complément alimentaire, on le prescrit, même s'il se vend en vente libre en pharmacie, mais il doit être soumis à une prescription Tout à fait. médicale. Et on le prescrit généralement quand il y a un manque, un déficit quelque part. C'est pour ça qu'on doit le proposer. Merci. Voilà. Alors déjà, merci pour votre participation, Merci Dr à Laoud, aujourd'hui et pour toutes les informations que vous avez apportées. Professeur Laraba, merci pour votre à vous. participation. Un dernier conseil, comme ça, vite fait? Oh, peut-être dire aux Algériens, ça dans le com, et puis j'espère qu'il va bien se passer. Merci. Voilà. Docteur Barhal, merci pour votre participation aujourd'hui et pour tous les éclaircissements que vous avez apportés. Merci à vous. J'aimerais bien revenir sur une catégorie de patients rapidement dont Oui. on a oublié, les patients coronariens qui ont bénéficié de l'implantation d'un stent. Ces patients-là, le jeûne est fortement déconseillé durant les 3 mois qui suivent. Merci. Donc, il faut faire attention. C'est le conseil du cardiologue qui fait du caté. Oui. Merci pour votre participation et pour tous les éclaircissements. Merci Dr Abdelmomen Sarah aussi pour les informations que vous avez apportées Avec aujourd'hui, plaisir. comme d'habitude. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, donc le mois de Ramadan est un mois sacré. Vous devez faire très attention à votre santé, suivre les conseils de votre médecin traitant, lui demander si vous pouvez jeûner en toute sécurité ou pas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Passez une agréable soirée, prenez soin de votre santé et à bientôt.